Bonjour celles et ceux qui ont pu nous rejoindre pour cette troisième table ronde de la journée. Elle est intitulée Political Disruption en anglais. Donc je crois comprendre qu'il s'agit de faire le tour du monde en matière de rupture politique. La question se pose-t-elle pour les assureurs? La réponse est incontestablement oui, parce que lorsque l'on observe la vie sur Terre, on s'aperçoit que pour protéger la vie, en particulier la vie de l'humanité sur la Terre, nous avons plusieurs strates, la troposphère, la stratosphère, la biosphère, tout ça composant l'atmosphère, mais il est une strate largement aussi importante que les autres et qui mérite qu'on la protège, à travers notamment sa régulation, c'est l'assurance. L'assurance est une sorte de filet de protection posé autour de toutes les activités humaines sur la planète. Ça rend donc légitime que nous parcourions des questionnements sur les risques politiques que nous rencontrons et qui, directement ou indirectement, impactent nos activités. Pour ce faire, nous avons réuni un panel fortement teinté d'internationalisation. Monsieur le gouverneur Dick Kempthorne, qui est président de la CLI et qui est ancien secrétaire à l'intérieur du président Bush, et qui donc, dans ses fonctions d'assurance, est à peu près, pardon de cette commodité de langage, une sorte d'homologue de Bernard Spitz. Je dis ça pour le public français, une sorte. Bon. Madame Anna Palacio, ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne, dont actuellement l'actualité fait abondamment état. Monsieur Franco Bassanini, qui est conseiller du président du Conseil italien. Monsieur Thomas Steffen, qui est secrétaire d'État de la République fédérale allemande, chargé notamment des opérations économiques. Et puis monsieur Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, et qui a créé un concept qui a été adopté planétairement, qui est ce concept d'hyperpuissance. C'est régulièrement repris dans les analyses qui sont menées. Et donc, au créateur de l'hyperpuissance, la notion d'hyperpuissance, j'adresserai bien volontiers la première question. Dans ce monde compliqué, est-ce que nous avons des lignes de force, des axes importants qui pourraient nous servir pour nous orienter? Donc je commence. C'est ce qu'on avait convenu aux répétitions. Puisque vous avez fait allusion à ce concept d'hyperpuissance, je l'ai employé dans la décennie 90. Ça a eu un succès général, mais en anglais, hyper, c'est associé à une pathologie, donc c'était plus ou moins bien pris aux États-Unis. Mais de toute façon, je considère que nous ne sommes plus dans cette situation. Que les États-Unis restent la première puissance et le resteront longtemps en dépit de la montée de la Chine, mais je ne dirais pas hyper compte tenu des contestations variées, des émergents, etc., etc. Donc je mets un peu mon grain de sel géopolitique, que vous pouvez traduire après compte tenu de vos métiers et de votre analyse en termes de quantité de risques plus ou moins grands, en termes de capacité des différentes entités à réguler, plus ou moins, trop, pas assez, etc. En termes géopolitiques, en allant très vite. Les Occidentaux ont perdu le monopole de la conduite des affaires du monde après la fin de l'Union soviétique. Au moment même, ils croyaient avoir tout gagné et être les maîtres du monde et d'avoir plus qu'à répandre partout leur conception. Ça, on ne reviendra pas dans la situation d'avant. À l'intérieur des Occidentaux, il y a les Américains qui sont souvent un peu désemparés par cette situation, qui voudraient rétablir ou garder le leadership en hésitant périodiquement, en passant d'un extrême à l'autre à chaque élection présidentielle, entre contrôler le système mondial et au contraire se protéger relativement. Encore que je n'analyse pas la présidence Trump comme un moment d'isolationnisme. Ça me paraît trop simpliste comme vision. Donc il y a une première interrogation, comment les États-Unis vont-ils évoluer pour essayer de garder cette primauté, disons ce leadership, notamment par rapport aux défis chinois. On n'en sait rien. Dans l'affaire Trump, moi je pense qu'il y a un scénario où ça explose en vol.
impeachment ou je ne sais quoi, mais je n'y crois pas. Le scénario, il se perfectionne et devient professionnel, comme était par exemple le président Bush père, pour prendre un exemple que j'ai bien connu, je n'y crois pas non plus. Donc je crois une poursuite cas un cas, une situation telle qu'elle est, avec des moments... bon. Et je connais pas mal de démocrates qui en sont à souhaiter que les généraux autour du président soient forts. C'est un problème de... C'est un choc mental pour les démocrates en question, mais c'est ce qu'ils souhaitent. Par la suite, juste une remarque, puisque là on est synthétique, hein, je vais aller vite. Je ne pense pas qu'après Trump, on revienne à la situation d'avant. Je crois qu'il y a des évolutions de fond qui ont commencé à se produire dans le rapport des États-Unis au monde, dans le rapport États-Unis-Europe, dont il y a les prémices sous une forme intelligente et sophistiquée sous Obama. Donc Trump est une caricature à tout point de vue, mais je ne pense pas que mécaniquement on se retrouve dans une sorte de situation transatlantique d'autrefois. Voilà pour les États-Unis. L'autre question qui se pose, c'est l'autre banc, c'est les Européens. Est-ce que les Européens seront au bout du compte capables, et ça c'est un rapport direct avec leur capacité régulatrice, est-ce que les Européens seront capables au bout du compte de penser qu'il faut bâtir une sorte de puissance européenne ? Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs fédéralisme, européisme ou intégration. C'est un sujet distinct, c'est mental en fait. Est-ce qu'ils comprendront que si l'Europe n'est pas une puissance, elle sera impuissante et dépendante? Je n'en sais rien. Ce n'est pas évident. La question est devant nous. Elle dépend en partie de l'accord qui s'établira ou non entre le nouveau gouvernement allemand qu'on ne connaît pas et le président français à partir de ses propositions, sans oublier l'Italie et d'autres acteurs. Pour les Européens, c'est plus compliqué de s'adapter au monde tel qu'il est, parce qu'ils ont une vision tellement idéaliste depuis 25 ans du monde, la communauté internationale, qui en fait n'existe pas encore, qu'ils ont plus de mal que les autres peuples à être compétitifs et suffisamment énergiques dans ce monde-là. La question chinoise... ils ont réussi quand même jusqu'ici de façon absolument incroyable, depuis Deng Xiaoping, à atteindre le niveau que l'on observe. Est-ce que ça va finir par provoquer une sorte de coalition mondiale de l'ensemble des pays que l'ascension de la Chine inquiète? C'est même pas sûr. Un petit peu entre l'Inde et le Japon. Au-delà, je ne sais pas, parce que la Chine a déjà la capacité à impressionner ou à entraîner ou à intimider, en fait, plusieurs dizaines de pays par rapport à ça. Donc là, il y a un élément. Du coup, ça donne, pour les États-Unis, c'est un défi stratégique qu'on voit bien dans les mers de Chine, qui est de première ampleur, qui est beaucoup plus grave à terme pour les États-Unis que la question de la Corée du Nord, qui nous préoccupe maintenant, et qui sans doute se terminera par rien de spécial, d'ailleurs. Alors que dans la longue durée, il y a cet affrontement. Du point de vue japonais, il y a la question, est-ce que le Japon va se résigner à reconnaître le leadership chinois? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'ils peuvent croire à perpétuité dans la protection américaine? Il y a évidemment un doute. Est-ce qu'ils finiront par faire une arme nucléaire pour assurer une sorte de sécurité ultime? C'est un choix certainement présent dans la tête déjà des responsables japonais, mais qui est un choix immensément difficile et douloureux pour des raisons évidentes. Il reste ensuite les émergents, pour aller donc très vite. Les émergents, ils vont continuer à émerger, mais ils sont en compétition entre eux. Il n'y a pas que l'Inde et la Chine, il y a tous les autres. Il y a une cinquantaine d'émergents. Donc ils ne peuvent pas remplacer dans la gestion des affaires du monde les Occidentaux qui en ont eu le monopole pendant 3-4 siècles. C'est fini ça. Mais on ne voit pas se dessiner un système dans lequel ce serait remplacé par une autre force, même pas la Chine. Donc le résumé pour moi, pour le moment, c'est un monde instable, semi-chaotique, ce qui ne veut pas dire en guerre générale, mais semi-chaotique, pas évident à prévoir. Et là, je vous ai parlé très vite que de géopolitique classique, où on voit bien une Europe qui voudrait être régulatrice, des États-Unis qui le sont moins qu'avant, la Chine qui est régulatrice à sa façon, mais en défendant ses seuls intérêts. Et je n'ai pas mentionné, parce qu'il ne faut pas être trop long, les trois domaines où il peut y avoir des basculements vrais, en plus, qui compliqueraient cette analyse. Le premier, c'est toute la révolution, on fait allusion à tout ce qui est intelligence artificielle, numérique, etc. Tout le monde dit c'est fondamental, ça va tout changer, mais personne n'est tout à fait capable de dire jusqu'où ça va tout changer, en réalité. On ne sait pas très bien, c'est très compliqué de mesurer l'impact. Deuxième impact, c'est l'accélération des basculements démographiques. Et ça, c'est très vital pour les Européens, par exemple, donc leur poids dans le monde, à terme.
Le troisième élément, c'est une grande rupture écologique. Pas simplement les anticipations sur le climat dans 30 ans, vous voyez, pas simplement l'extrapolation de l'effondrement de la biodiversité. Donc il y a trois éléments qui pourraient bouleverser la géopolitique classique en introduisant la notion de compétitivité écologique qui changerait la hiérarchie des puissances dans le monde. Et ça peut avoir au bout du compte, et je m'arrête là, des conséquences sur la capacité de chaque entité que j'ai décrite rapidement. Et encore, je ne suis pas entré dans le détail, j'ai dit l'Europe, ce qui est un mot simplificateur, bien sûr. Je ne suis pas entré dans le détail, donc des politiques économiques auxquelles ça conduit, et de la capacité à encadrer plus ou moins, et à réguler plus ou moins. Ça, c'est une question qui est ouverte. Merci beaucoup. Depuis ce matin, vous êtes familier avec l'exercice. Nous entendons donner un tour démocratique à l'assurance. Profitez-en, ça ne durera sûrement pas. Et nous avons le souhait de vous faire voter sur ce que constitue le principal risque politique. Donc si ça peut s'afficher à l'écran, voilà. Donc vous avez les boîtiers. On va déclencher le top chrono pour que vous exprimiez vos préoccupations, sachant que certaines des situations mentionnées par M. Védrine ne figurent pas sur cette liste. Go! On peut dire que M. Védrine a été convaincant sur la Corée du Nord, puisqu'il a dit que c'était un problème uniquement sur un horizon relativement bref. Donc, merci de vos réponses. On voit se profiler une inquiétude sur les systèmes démocratiques à travers la montée des populismes. Nous avons la chance d'avoir un représentant de l'assurance aux États-Unis qui a exercé des fonctions éminentes en matière de responsabilité publique. Donc je souhaiterais demander, pour partager cette préoccupation qui concerne évidemment l'assurance, au gouverneur Kempthorne, s'il a des éléments qu'il souhaite nous communiquer sur les impacts annoncés d'une modification de la réglementation financière aux États-Unis. Alors, financière en général, évidemment, assurance, si possible. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup. Dans cette ère de transparence, je devrais révéler totalement que venant à cette réunion avec un groupe impressionnant d'Afrique et d'Europe, je suis le seul Américain et nous allons parler de disruption politique. Voilà, à partir du merveilleux vin qu'on a eu à déjeuner, je trouve que mon angoisse fait place au confort, et j'ai vu aussi que vous aviez du plaisir avec le bon vin. Je me suis dit, ça va être une très très bonne discussion qu'on va avoir ensemble. Donc j'étais très impressionné par le dîner hier soir, et avec les trois leaders qui ont parlé, Bruno Lamar, Matteo Renzi et Bernard Spitz. Les questions que j'ai trouvées très intéressantes et dont ils ont discuté, le fait, est-ce qu'il y a deux France? Est-ce qu'il y a deux Italie? Comment être compétitif dans la structure fiscale? Est-ce qu'il faut passer de 33% à 25%, par exemple? Et les incidences de réglementation contraires. Et ce matin, cela inclut également une discussion merveilleuse sur les économies à long terme. Et je soulève ces questions car hier, chacune de ces questions est également discutée aux États-Unis d'Amérique. Nous avons nos propres noms qu'on leur donne. Par exemple, est-ce qu'il y a deux Amériques? Pas géographiquement, mais idéologiquement. Les États rouges, les États bleus.
comment est-ce qu'on améliore la concurrence à travers les taux d'imposition. La semaine prochaine, le Congrès va communiquer son approche, suggérer de passer de 35% de taux de taxes pour les entreprises, pour les baisser à 22% pour être compétitifs. Et sur les économies maintenant, à long terme, l'un des chefs du Sénat américain en disant par rapport à l'industrie de l'assurance aux États-Unis, lorsqu'on aborde les réformes en matière fiscale, votre meilleur argument, c'est de ne pas nuire à l'industrie, qui est c'est la solution du secteur privé par rapport à la crise imminente. Par rapport à la rupture politique, le gouvernement américain a proposé un rôle fiduciaire qui est très similaire à ce qui a été présenté au Royaume-Uni. On a vu les résultats de cela. C'est que les gens à revenus moyens, les personnes maintenant ont moins accès aux informations financières dont ils ont besoin pour leur propre confort dans la vie, dans leur vieillesse. On a pu voir par rapport aux retraites, de nouvelles réglementations ont été adoptées par le Congrès et permettaient aux États et aux communautés locales de mettre en place de nouveaux régimes de retraite, mais les exonèrent de se conformer aux mêmes règles que doit suivre le système privé, et ils peuvent utiliser les taxes comme subvention. C'est quelque chose qui était très disruptif par rapport au secteur de l'assurance, Monsieur le Président, par rapport à votre question. Alors, comment est-ce que cela cadre avec l'idée de ce secteur étant une solution? Alors, voilà ce que j'aimerais vous faire remarquer. Chacun de ces éléments qui a été perturbateur pour ce secteur ne vient pas du gouvernement actuel, mais du gouvernement précédent. Ces deux éléments qui ont permis d'avancer au gouvernement et aux États, d'avancer. Le gouvernement a dit que nous allons faire une pause et faire en sorte. Nous allons avoir besoin de 6 mois pour examiner quelles seraient les conséquences négatives à partir de là. Lorsqu'on a en tête les disruptions négatives, eh bien, aucun parti n'a le monopole. Et d'une certaine façon, il faut être efficace par rapport à cela. Et comment est-ce que les gens réagissent? Eh bien, aux États-Unis, vous avez peut-être constaté que notre bourse a atteint un niveau record historique. Le gouvernement actuel a dit, et je cite, les réglementations devraient être moins disruptives. Et je pense que c'est quelque chose dont on discute ici. On sait que les distributions peuvent être négatives ou positives, mais ce secteur doit jouer un rôle actif pour être partenaire dans les discussions, de sorte que les résultats ne soient pas contraires, de sorte qu'en fait, on puisse favoriser ce qui est bon pour le consommateur. Et le consommateur qui est également celui qui lie le gouvernement. Il n'y a pas un seul gouvernement qui peut tout donner à tout le monde. On a vu cela à travers l'Europe, en Chine. Les dirigeants chinois nous ont dit, si vous pensez que votre sécurité sociale n'est pas extraordinaire, n'imaginez même pas à quel point nous-mêmes, on a une fragilité dans ce sens. Donc, on veut apprendre plus de votre part. Donc, avec le gouvernement actuel, avec le président actuellement en exercice, nous avons un président qui, pour la première fois, n'a pas de contexte politique, n'a pas d'historique politique. C'est un homme d'affaires, strictement parlant. Donc, et Newt Gingrich, le précédent speaker au Congrès, a dit toute personne qui perçoit M. Trump selon des analyses politiques ne le comprenait pas, parce que ce n'est pas sa façon de faire. Lui, ce qu'il fait, c'est des transactions, c'est des deals. Et lorsque et demander à son propre parti, au speaker de son propre parti, ce qu'il pense quand M. Trump signe des accords avec les démocrates. Et c'est pour cela que le président Trump utilise des tweets tous les jours
Parfois, un tweet va changer notre vie, la vie dans le monde entier, heure après heure. Et que font les médias lorsqu'on regarde les news à 9 h du soir? Eh bien, ils commencent le programme avec les derniers tweets. Les journalistes servent de chambre à écho. Ils continuent de renforcer, de faire résonner ces messages. Ce type de discours est quelque chose de totalement nouveau. C'est quelque chose que nous n'avons jamais entendu aux États-Unis. J'apprécie ce que vous avez dit sur le président Bush, et je suis d'accord. Ce n'est pas le style que met en œuvre l'administration américaine actuelle. Les choses que le président dit, la façon dont il dit, sont des éléments disruptifs. Je ne sais pas comment cela affecte les jeunes, mais je dois vous dire que nous avons une administration américaine aujourd'hui qui est en faveur d'une déréglementation. Et la bourse répond à cela. Et nous devons travailler dans ce nouveau monde pour représenter de façon appropriée le secteur et l'industrie, afin que nous apportions une solution, que nous ne soyons pas un problème, mais apporteurs de solutions. Et ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés maintenant. Continuer nos déplacements et de partir avec M. Franco Bassanini un peu du côté de la péninsule italienne. Et tout à l'heure, dans la question qui vous a été posée, vous avez fait figurer au premier rang des préoccupations en termes de péril que nous pourrions affronter, la montée des populismes. Et donc, si je puis me permettre d'interroger M. Bassanini sur ce sujet-là, je serais reconnaissant de nous apporter son éclairage. Oui, alors je pense qu'il n'est pas en discussion, même hier soir, on l'a dit, Bruno Le Maire et Matteo Renzi, qu'à la racine de la montée du mouvement populiste et souverainiste, qui ne sont pas la même chose, mais ils sont souvent juxtaposés, il y a en fond les angoisses et les incertitudes qui viennent de rupture, de disruption de ce moment. La disruption technologique et la globalisation offrent de grandes, extraordinaires opportunités, mais aussi des problèmes. Si on pense qu'en 2030, à peu près 50% des emplois seront dans des activités de métiers qui aujourd'hui n'existent pas, il est clair que 50% des activités d'emploi de ce moment ne seront pas plus là. Et alors, les problèmes, comme a dit Carlo D'Azzaro ce matin, c'est que les nouveaux emplois ne se trouvent souvent pas là où on a détruit des places, des emplois. Alors, angoisse, incertitude face à l'emploi, face à la perspective de vie et d'emploi de l'avenir. Vieillissement de la population et problème de la soutenabilité du modèle de welfare européen. Explosion démographique, surtout de l'Afrique, et le sentiment qu'il y aura une migration massive vers l'Europe. Changement climatique, comme il a été dit, et la menace de nos conditions de vie. La menace du terrorisme, mais aussi la faillite ou les difficultés de différents modèles en Europe d'intégration multiculturelle et multiethnique, avec un défi à l'identité nationale et culturelle. Et enfin, même la demande si les moyens de communication de nouvelles technologies ne sont pas une raison de radicalisation politique, car il y a une sorte de profilage des électeurs, des sélections des interlocuteurs dans la distribution et diffusion de nouvelles, même de fake news, et une sélection des interlocuteurs sur les
sur le net. Alors, ces mouvements populistes, normalement, ils pensent que l'ennemi, c'est l'Europe. Tandis que je pense qu'ici, la grande majorité pense que l'Europe est la réponse. Mais le problème alors est, si le problème est que l'Europe doit être mise en condition de donner des réponses efficaces et concrètes et rapides à ces angoisses et à ces incertitudes. C'est là, à mon avis, le problème, car enfin, toutes les incertitudes et les problèmes que je résumais, qui sont bien connus, ne peuvent pas avoir une vraie réponse à niveau national. Dans beaucoup d'entre eux, ni même à niveau européen, à niveau global, mais au moins l'Europe peut avoir la force de faire valoir ses idées sur la table de la négociation globale. Mais naturellement, la dimension de la réponse, ou est européenne, ou est une réponse à dimension globale. Alors, dans l'opinion publique, cela est compris en Italie et dans les autres pays européens, car on peut voir qu'il y a une montée des mouvements populistes et souverainistes, mais en même temps, dans les sondages, une croissance du soutien à l'intégration européenne. Et peut-être il n'y a pas vraiment un échange entre les deux, car il y a même des gens qui suivent leur réaction contre les angoisses et les incertitudes en donnant leur soutien au mouvement populiste, mais qui en même temps comprennent que la réponse doit être européenne. Alors le problème est de voir comment l'Europe peut répondre à cela. Et je pense que Trump et Brexit peuvent aider. Pourquoi? Car ils commencent à dire à l'Europe que l'Europe doit trouver des réponses dans plusieurs des cas à elle seule, dans le cadre de la coopération atlantique, etc., mais à elle seule. Et alors, il y a des domaines dans lesquels je pense qu'on pourrait commencer, qui n'est pas le marché commun ou la monnaie commune, mais qui sont les domaines de la défense, et de l'assurance, de la sécurité. J'ai essayé. Hein. De la défense, de la sécurité, le dernier Conseil européen du 19 octobre a marqué des progrès très intéressants dans le secteur de l'intégration de la défense, avec un avancement du Fonds européen pour la défense, de la soi-disant PESCO, qui est la coopération structurée dans le secteur de la défense. Et la France a naturellement un rôle leader dans la défense pour des raisons historiques et politiques, mais aussi cela peut être très important dans le domaine de l'industrie, car l'industrie de la défense et la consolidation européenne des industries de la défense peut être un driver, peut être un moteur de la réindustrialisation de l'Europe. Le deuxième, c'est peut-être surprenant, mais la gestion de migration, la gestion de phénomènes migratoires. Maintenant que l'Italie a montré d'être capable pas seulement de sauver dans la mer les réfugiés et les migrants, mais aussi de travailler avec quelque efficacité à contrôler c'est tout récent maintenant. Maintenant, on a compris que seulement une gestion européenne des procès migratoires peut être efficace avec l'Afrique, avec les régions de crise et de guerre dans le monde. Et je pense qu'il faudra là chercher un accord sur un point précis, c'est-à-dire de faire une sorte d'échange
Dans le traité de Lisbonne, il a écrit que chaque État a le droit d'établir, s'il veut ou non avoir de migrants, établir le nombre. Nous pouvons extendre cela même aux réfugiés. Et dire alors, le nombre de ceux qui doivent être accueillis est établi par chaque État. Les États de Visegrad seront très heureux de cela, mais on met en place tous les instruments de coopération européenne pour la gestion de phénomènes migratoires, pour la coopération avec les pays d'origine, pour le repoussement des migrants qui n'ont pas, illégaux, qui n'ont pas les droits, etc., qui sont prévus par les traités et qui, pour le moment, ont été mis en place seulement très partiellement. Alors, ça pourrait être un échange qui marche. Enfin, il y a les dossiers économiques, l'union bancaire et les politiques budgétaires et fiscales. Mais je pense, j'ai une idée un peu différente de celle de Matteo Renzi hier soir, mais plus proche de celle de Piercarlo Padoan, par exemple, on peut demander aux Allemands une politique européenne plus forte dans le soutien de la croissance et des investissements. Mais il faut donner quelque chose en échange. C'est-à-dire que comme pour... Je ne sais pas si vous aurez une réponse tout de suite. Hein. Après. J'ai vu la tête de notre ami Stéphane, je ne suis pas sûr qu'il est complètement derrière. Alors, donc, développez, allez-y. Oui, non, très rapidement. Alors, il faut accepter l'idée qu'il faut, pour aller plus en avant sur l'union bancaire, avant réduire les risques, pour arriver à partager les risques. Mais il est normal qu'on nous demande de réduire les risques, et nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Il faut dire qu'il faut progresser avec un ministre de Finances européenne qui soit le leader d'une politique des investissements européenne et d'une politique industrielle européenne, mais il faut en échange dire que sur les règles de consolidation financière, de réduction de la dette, on marche. Et c'est enfin ce que Macron a dit dans les discours à la Sorbonne, car il a dit « Nous demandons de changements très importants dans les institutions et dans les politiques européennes, mais nous sommes prêts, ça vaut pour la France, mais vaut aussi pour l'Italie, à faire tout ce qui nous est demandé pour rassurer que cela ne veut pas dire introduire des éléments de risque dans l'équilibre des économies et des finances européennes. Dans ce domaine, alors, on peut marcher, et je pense que la voix qui a dit Macron, et je veux rappeler que la première fois qu'il a dit très clairement a été il y a 2 ans, dans le dîner de gala de la conférence des assurances, de la Fédération française des assurances, dans le débat avec Enrico Letta, dans lequel il a dit très clairement l'axe franco-allemand est essentiel, mais il est également essentiel d'avoir un moteur avec l'Italie et l'Espagne, car autrement, dans cet axe, il y aurait 2 cylindres qui marchent à une vélocité très différente. Il était du même poids au temps de Mitterrand et de Kohl, mais maintenant, le poids de l'Allemagne est beaucoup plus important. Et alors, pour faire marcher ces moteurs, il faut mettre ensemble Allemagne, France, Italie et Espagne. Mais ça veut dire que la France et l'Italie et l'Espagne doivent faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir dire aux Allemands les préoccupations que vous avez sont en voie de solution et nous pouvons marcher ensemble vers une politique européenne qui soit vraiment au soutien des investissements et de la croissance de l'économie européenne tous ensemble. Merci. Donc il y a eu quelques appels lancés à la construction européenne. Un appel, je dirais, assez ciblé
en direction de la République fédérale allemande. Et peut-être avant d'apporter des commentaires sur ce sujet-là, il y a un fait auquel nous sommes confrontés maintenant depuis plus d'un an, qui est la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, donc en abrégé le Brexit. En tant qu'assureur, responsable de compagnie d'assurance, nous sommes régulièrement interrogés sur ce que nous en pensons, ce que nous allons faire. Et généralement, nous sommes amenés à répondre que nous en pensons beaucoup de choses et que nous n'avons pas le début de l'idée de ce que nous allons faire. Ce qui est assez déceptif pour les gens qui nous écoutent, mais un reflet assez exact de la vérité. Donc, puisqu'on a la chance d'avoir M. Steffen parmi nous, est-ce que, de l'autre côté du Rhin, un regard plus acéré, avec des perspectives plus fines que celles que je viens de mentionner, existe? Yes, thank you very much. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et mesdames et messieurs, je vais commencer par dire que c'est un vrai plaisir de faire partie de cette table ronde pour deux raisons spécifiques. La première, et comme Monsieur Bassanani en fait y a fait référence, que je viens de passer 2 jours à Bruxelles. Les journées à Bruxelles, c'est toujours de longues journées, enthousiasmantes, lorsqu'on parle surtout de la réalisation de l'union bancaire. Et pour être honnête, ça fait 8 ans que je suis dans le secteur de l'assurance. Depuis que je suis secrétaire d'État, on ne parle que des banques, que des banques, que des banques. Et je sais qui sont les maîtres de l'univers, les vrais maîtres. Hein, ils sont dans cet auditoire et ils ne représentent pas nécessairement des banques. Donc il nous faut réfléchir à la façon dont les hommes et les femmes politiques devraient passer un petit peu plus de temps en Italie, en France, en Allemagne, sur les questions d'assurance et sur les activités assurantielles et les modèles économiques de l'assurance. Ça, c'est ma première remarque. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être devant vous et de parler des dernières évolutions du secteur de l'assurance en articulation avec les évolutions mondiales et les grands risques qui ont été identifiés. La deuxième raison pour laquelle je suis heureux d'être ici est que, encore une fois, j'ai appris que l'assurance est le secteur qui permet de transformer des risques en argent, en bénéfices. Et c'est ce que j'aimerais conseiller à mon prochain nouveau gouvernement, de copier ces modèles. Pas pour faire des profits, des bénéfices, mais pour dire que les risques sont des chances également, ne sont pas que des risques. Et c'est ce qui s'inscrit dans notre modèle économique, celui de l'assurance. Et c'est la deuxième raison. Donc, pourquoi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, les risques et la façon dont vous arrivez à transformer des risques en opportunités. Eh bien, brièvement, également en suivi de ce qu'a dit M. Védrine, nous sommes entourés de risques. Les risques, ça n'a rien d'inhabituel, tant qu'il n'y a pas d'effet perturbateur ou disruptif. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Védrine. Peut-être que nous vivons dans un monde semi-chaotique, quels qu'aient été les propos que vous avez utilisés. Et si vous regardez la planète, eh bien, il y a des risques qui émergent, qui s'amplifient. Mais en fait, il y a de plus en plus de risques. Ce n'est pas le contraire. Il n'y a pas moins de risques, il y en a plus. Et j'ai passé quelques jours à Washington pour parler des risques sous la présence de l'Italie au sommet du G7. Et si vous prenez tous les grands risques et vous les mettez sur la table, vous pouvez trouver la situation très effrayante. Mais pour commencer avec les États-Unis, je suis un fonctionnaire public. Donc, ce qu'a dit le gouverneur Dirk Kempthorne au sujet du président Trump, je n'aurais pas le courage de le dire, pour différentes raisons. J'ai fait l'expérience de 7 ans de crise dans la zone euro, et nous avons appris une chose de nos collègues grecs. Et c'est ce qu'ils nous ont dit après
que M. Tsipras soit arrivé au gouvernement. Notamment, il s'est adressé à l'Allemagne, pas à l'Italie, mais il s'est adressé directement à l'Allemagne en l'interpellant, en disant je suis maintenant au pouvoir, ma stratégie, et on parle de démocratie. Nous avons inventé la démocratie et vous devez respecter la démocratie. Et c'est pour cela que je dois respecter les résultats d'un processus démocratique qui a eu lieu aux États-Unis. Qui suis-je pour en critiquer les résultats? Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il nous faut continuer notre collaboration, il nous faut continuer de persuader, convaincre nos amis américains que le multilatéralisme et la coopération dans le cadre du G7 et du G20 est la bonne marche à suivre. Et s'ils font une analyse sur les réglementations en matière fiscale, en matière financière, cette analyse doit être faite, mais doit s'inscrire dans une démarche internationale, par exemple dans le cadre du Financial Stability Board. Et je dois dire que les choses se sont bien passées, encore une fois, l'Allemagne et l'Italie, ensemble, dans le cadre du G7 et du G20, avec leurs présidences, ont eu beaucoup de discussions avec M. Nugent. Et il a commencé avec des idées un petit peu provocantes, mais il a commencé à comprendre. Mais c'est toujours un processus en cours, mais il a commencé à comprendre qu'il y avait de la valeur ajoutée à la collaboration. Et je vais vous donner 2 exemples de cela. Le premier exemple porte sur les sanctions financières concernant la Corée du Nord. Je pense véritablement, et que c'est un des grands risques, et permettez-moi de dire que je suis un petit peu en désaccord avec l'auditoire dans vos réponses. Ce n'est pas le risque principal, n'est pas, à mon avis, le populisme en Europe. Imaginez ce qui se passerait s'il y avait une guerre impliquant la Corée du Nord. Quel serait l'impact économique sur le Japon et la Corée du Sud? On n'imagine même pas l'impact que ceci aurait sur l'économie mondiale. Et nous parlons et nous analysons l'économie mondiale au niveau quotidien. Donc il nous faut coopérer davantage, mieux travailler ensemble pour appliquer un programme cohérent en matière de sanctions financières et inverser le cours des choses. Donc il nous faut coopérer davantage entre les États-Unis et l'Europe. Et Monsieur le Président, permettez-moi de dire, ainsi qu'à notre collègue italien, que nous sommes trop lents en tant qu'Européens. Nous sommes beaucoup trop lents en ce qui concerne le développement mondial. Il nous faut accélérer nos processus de décision au sein de l'Union européenne. Par exemple, lorsque nous parlons des sanctions financières, eh bien, le deuxième exemple que je peux citer, c'est la cybersécurité. Il y a une très très belle rencontre dans le cadre du G7 sous la présidence de Pierre Polo Caudo, le ministre italien des Finances, sur la sécurité, la cybersécurité. Ça peut être très disruptif si on ne fait rien contre la cybersécurité. Il nous faut le faire ensemble, bien entendu, mais nous le faire ensemble avec les États-Unis. Donc nous travaillons sur ces problématiques dans le cadre du G7. Nous avons également introduit ces éléments à l'ordre du jour du G20 et j'apprécie le fait que les États-Unis restent activement participants de cette démarche et il nous faut continuer de cette façon. Je ne dis pas que tout est parfait dans notre monde, mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas eu de perturbation, de disruption des États-Unis en parlant de ces démarches et notamment en ce qui concerne les réglementations en matière de services financiers. Et là, je ne parle pas de la loi Dodd-Frank et toutes ces questions-là. J'ai constaté qu'en Europe, la Commission européenne vient de démarrer un processus sur la séparation des actifs bancaires. Donc il y a des démarches et des processus qui sont mis en œuvre en Europe qui ont plus ou moins de succès, peut-être un petit peu moins qu'aux États-Unis. Donc encore une fois, nous sommes entourés de risques, comme je l'ai dit, et un de ces grands risques qui nous arrive à l'ordre du jour, c'est Brexit. Mon ministre des Affaires étrangères a dit qu'après le référendum britannique, il s'est mis à pleurer parce qu'il pensait vraiment, il continue de penser que c'était une mauvaise décision. Mais encore une fois, c'est le résultat d'un processus démocratique, donc il nous faut faire au mieux pour l'accepter. Et je sais que les négociateurs des deux côtés font de leur mieux pour éviter un effet d'abîme. Mais s'il y a un échec, eh bien, personne ne pourra éviter si c'est le cas. Et d'ici à 2019, il va falloir travailler beaucoup et on a commencé la discussion sur la période transitoire. Ceci va aider parce qu'en mars 2019, c'est la date où le Royaume-Uni est censé quitter l'Union européenne.
Et s'il n'y a pas de légitimité pour prolonger cette période, ils seront sortis. Ça veut dire que toute période transitoire aidera dans ce processus. Mais en ce qui concerne l'industrie britannique, le fait de lui donner accès à un marché unique européen, ceci ne sera possible tant que, ou que si le Royaume-Uni accepte les 4 libertés dans le cadre des principes de l'Union européenne. Donc, et ceci est très incertain. Il nous faut encore travailler beaucoup pour faire que les négociations concernant le Brexit se passent au mieux. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, les risques sont également des chances, des opportunités. Et pour revenir à ce qu'a dit Monsieur Bassanini, en ce qui concerne les opportunités, eh bien, il faut transformer ces risques en opportunités pour l'Europe. Donc il nous faut encore une fois accélérer nos démarches de décision notamment, et nous devons être bons au niveau du fond. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, encore une fois, j'ai suivi avec attention le discours de la Sorbonne du président Macron. L'impression est que la première chose qu'on ait à faire, notamment après le Brexit, est qu'il nous faut garder les 27 dans l'Union européenne pour éviter un effet domino. Je ne sais pas comment l'expliquer à nos amis américains et à d'autres personnes venant d'ailleurs en monde qu'après le Brexit, d'autres pays pourraient vouloir suivre l'exemple britannique. Selon moi, ce serait tout à fait la fin de l'Union européenne. Donc il nous faut garder l'Union à 27. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, encore une fois, Emmanuel Macron nous a donné une longue liste de projets pertinents pour l'Europe à 27. Et de mémoire, il nous a fait une liste dans les 17 premières minutes d'un discours qui était plutôt long. Et donc, selon ce que j'ai compris, c'était l'Europe qui protège. La défense, vous avez parlé du PESCO, ça a parlé de la sécurité, ça a parlé du combat contre le financement du terrorisme, la réalisation d'un marché intérieur. Et c'est une honte que le marché intérieur ne soit pas encore en état de fonctionnement et qu'il ne fonctionne pas bien. C'est également sur l'union numérique, l'union digitale, c'est l'union énergétique, ça portait sur l'union en matière d'asile aux réfugiés. Donc, bien entendu, ce sont des projets pour l'Union à 27. Ce ne sont pas des projets pour une union restreinte. Donc, et je suis sûr que nous pouvons expliquer la pertinence de ces projets à l'homme de la rue et à la femme de la rue. Et en tant qu'Européens, ils les soutiendraient comme des projets européens parce que nous sommes trop petits de notre côté. L'Italie de son côté, l'Allemagne de son côté, la France de son côté sont beaucoup trop petits pour réaliser tout cela de façon isolée. Et je dirais, voyons comment nous pouvons nous renforcer, comment nous pouvons approfondir l'unité entre nous, c'est-à-dire la zone euro, sans oublier les projets pertinents pour l'Union à 27. Et lorsqu'on parle de l'Union à 19, selon moi, il y a 3 grandes idées sur la table. La première idée est que je pense qu'il nous faut de meilleurs mécanismes de prévention de crise pour la zone euro. Ça, c'est l'enseignement à tirer des 7 à 8 années passées. Dans la zone euro, on sait que l'Allemagne, jusqu'à maintenant, on l'a entendu très fortement soutenir l'idée d'un fonds européen. Pour le moment, le FMI à Washington ont la consultation dans l'article 4. Ils abordent des États membres et ils discutent avec eux des forces et des faiblesses de ces États membres. Et ils publient un rapport. Pourquoi ne ferions-nous pas cela dans la zone euro ? Pour mieux informer les parties prenantes, pour que le marché tarifie mieux leurs produits et leurs services. Deuxième remarque, concernant la modernisation des économies nationales et concernant la question des modalités de mise en œuvre des réformes structurelles. Encore une fois, nous sommes trop lents dans ces démarches et il nous faut véritablement débattre des modalités qui permettraient de mieux responsabiliser les États membres pour mieux structurer, pour mieux mettre en œuvre les réformes structurelles. Pour moi, ce n'est pas une tâche qui repose seulement sur l'Union européenne. C'est une tâche qui repose sur chacun des États. C'est de moderniser ces économies et de faire ces réformes structurelles. Autre élément, c'est que nous avons besoin d'un shock absorber, donc quel type effectivement d'amortisseur est-ce que nous aurions besoin? Nous avons un shock absorber, un amortisseur en 2008 pendant la crise et nous avons mobilisé tous ces amortisseurs. Si tous les pays sont capables de faire cela, alors cela nous donne une première bonne couche de ces amortisseurs. Et en plus de ça, qu'est-ce que peut faire la couche européenne?
pour donner une couche de protection en plus? Est-ce que ça doit être de nouvelles capacités budgétaires? C'est une question. Est-ce que ça doit être, encore une fois, ce que j'entends de nos amis italiens, c'est-à-dire une assurance chômage au niveau européen? Point d'interrogation. Ce sont les idées qui sont sur la table. Et j'espère véritablement que le nouveau gouvernement allemand sera prêt à discuter de ces idées-là. Je dois vous dire, je n'ai aucun mandat, bien entendu, pour vous dire quelle sera la position du gouvernement allemand, mais ces idées sont sur la table. Mais permettez-moi de faire une dernière remarque. Si nous devons débattre de l'assurance chômage au niveau européen, il y a une question sur la table. C'est la comparaison avec les États-Unis, parce que vous avez vous avez deux régimes, un régime fédéral et un régime au niveau des États, c'est-à-dire régime chômage. Et ils travaillent ensemble. Mais la base de l'assurance chômage est que vous avez une très forte mobilité sur le marché du travail américain. Donc ce n'est pas directement comparable au marché européen. Donc permettez-moi également de débattre des modalités d'accroître les mobilités au sein du marché du travail européen. C'était donc la question sur le Brexit. L'actualité ne s'interrompt jamais, dit-on. Je crois qu'on vient de me passer un message pour me dire que le Parlement de Catalogne avait prononcé l'indépendance. Évidemment, nous avons la chance et l'honneur d'avoir avec nous Madame Palacio. On parle de l'Europe, on parle donc de l'Espagne. Oui. On ne peut pas ne pas parler de la Catalogne et de la situation actuelle. Vous avez raison, et merci. D'abord, même si the scarcest commodity is time, 1 minute pour dire tout mon plaisir. Et c'est un grand honneur pour moi d'être ici, et merci de m'avoir invité. Écoutez, vous faites la présidence. On a vu que ce n'était pas du tout l'inquiétude. Alors, je vais parler de la Catalogne, mais laissez-moi prendre un peu de recul. Et comme je suis la dernière, faire un peu le tour de ce qui pourrait sortir de toutes ces interventions. À mon avis, il y a 3 domaines de political disruption. Le premier domaine, c'est l'irruption de l'irrationnel en politique. Vraiment, avec des cartes de créance, c'est ça, cartes de créance, ce qu'ont les ambassadeurs, carte de créance, enfin, avec lettre de créance, pas carte, voilà, c'est le français qui parle. Le deuxième domaine, à mon avis, c'est la disruption de ce qu'on a considéré classiquement, qui est d'ailleurs un concept occidental et surtout européen, le droit comme instrument pour l'organisation sociale. Et ça change complètement. Le troisième domaine, à mon avis, qui sort très clairement, c'est l'interdépendance. Je vais essayer de vous donner un exemple qui vous concerne, vous, les assureurs. D'abord, pour ce qui concerne l'irrationnel, moi, j'ai ici Pilar González et la représentation espagnole que je connais très bien avec elle, j'ai beaucoup discuté sur le calcul actuariel et la prise en compte de plus en plus que vous avez de ce que sont l'émotionnel, le non rationnel. Je dois dire que c'est le prix Nobel, le récent prix Nobel, c'est ça. Donc voilà, pour un exemple. Sur l'exemple de comment le droit comme instrument change. Bon, nous avons la soft law, la self-regulation, et vous en savez beaucoup plus que moi, mais dans votre domaine, c'est très important. C'est très important. Vous bataillez à Bruxelles pour avoir la commission qui vous laisse quand même une marge de manœuvre d'autorégulation, mais vous avez aussi, vous cherchez la sécurité juridique. Ah, et là, la sécurité juridique, je dois dire qu'en Europe, pour ne parler que l'Europe, et on peut parler aussi de l'international, mais ce qui vous concerne, les règlements ne sont plus des règlements parce qu'ils ne sont pas directement applicables, parce que vous avez des règlements
qui vous concerne, qui vient d'être approuvé, qui va rentrer en vigueur dans quelques mois sur les droits, les droits à l'intimité, les data protection. Les data protection. Il y a 50 préceptes là-dedans qui peuvent être interprétés ou qui doivent être déclinés par les États membres. Alors, si vous me dites harmonisation, application directe et horizontale, eh bien, merci beaucoup. Et ça donne l'insécurité juridique. Mais évidemment, vous avez la question de la rapidité. Je passe au troisième exemple, l'interconnexion. Moi, j'ai le grand plaisir de faire partie du Conseil de l'assurance française avec Bernard Spitz. Et je dois vous dire que nous réfléchissons sur des sujets. Je me dis, non, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'assurance? Mais ça a à voir avec l'assurance parce que tout se tient. Tout se tient parce qu'en ce moment, la politique énergétique va la main dans la main avec la politique du changement climatique, parce que vous ne pouvez pas faire de politique de développement sans tenir compte de la politique de sécurité, sans tenir compte de tous ces autres domaines. Donc voilà, pour vous dire combien ça vous concerne. Laissez-moi dire 2 commentaires généraux pour me tenir dans les temps et puis parler un moment de la Catalogne. Parce que la Catalogne, c'est un fantastique exemple de ces 3 domaines de political disruption. Sur le premier, cette irruption de l'irrationnel. Quel est le problème? C'est que nos démocraties, notre système démocratique est basé sur la rationalité. Certains d'entre vous, je pense, ont lu Max Weber. C'était cette idée de légitimité rationnelle qui était l'application de la loi, le respect de la loi. C'est la loi, ce n'est pas le roi, c'est la loi qui est l'ultime. Et ça, évidemment, aujourd'hui, et la Catalogne est un bon exemple, on a une certaine tendance dans ce moment où c'est l'information instantanée, où il faut tout mettre dans un Twitter, de dire « Ah non, parce qu'il y a le peuple, la démocratie directe ». Or, il est clair que si nous affaiblissons la force de la rationalité comme base de légitimité de nos systèmes, nous tombons dans des systèmes qui sont tous sauf démocratiques. Et là, il y a plusieurs exemples. Sur la deuxième question, à mon avis, il y a quelque chose qui n'est pas, qui a été abordé, mais pas centralement, parce que tous ces sujets pourraient faire pourraient être des sujets de discussion, de très longues discussions. Mais le droit comme instrument, nous avons vu qu'il faut quand même faire vite, il faut faire plus vite. Mais comment on fait plus vite et on garde la sécurité juridique quand on est à 27 ou quand on est dans les institutions internationales? Nous vivons aujourd'hui dans un système d'institutions internationales, donc Bretton Woods, les Nations Unies, l'Union européenne, qui sont aussi des émanations de cette idée de rationalité. L'Union européenne est une construction en droit et de droit. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que ce n'est plus ajusté. Vous vous souvenez du débat qu'on a eu sur la valeur juridique de l'accord qui devait être un traité international, l'accord sur le climat. Et finalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des self-assumed obligations, donc des déclarations unilatérales unies par, si on veut bien, une press release qui finalement, aujourd'hui, comme la perception de la réalité est beaucoup plus importante que la réalité même, ça a une valeur, je ne minimise pas. Sur le troisième sujet, qui est ce sujet de l'interdépendance, on ne le veut pas. Il y a beaucoup de nos citoyens, et je suis tout à fait d'accord avec certains, avec tous les propos, mais surtout cet aspect que les citoyens ne comprennent pas et se recroquevillent. Et il y a cette réaction de retourner dans le sein maternel, de retourner dans la tribu, de se retourner. Et pourtant, on ne peut pas
on ne peut pas. Ce qu'il faut, c'est savoir, c'est organiser cette interdépendance. Alors, un mot sur la Catalogne. Pourquoi tout ça, c'est la Catalogne? Eh bien, parce que c'est la Catalogne. La question importante derrière le défi catalan, et d'ailleurs je dois dire que la France a été la première voix très claire et très forte à le dire, et c'est le président de la République, mais c'est aussi quelqu'un qui a une identité aussi composite que la mienne, qui est Manuel Valls, à dire que c'est l'état de droit qui est mis en cause. Voilà c'est cette idée d'irrationalité. Pourquoi on ne peut pas établir bêtement un dialogue? Eh bien, parce qu'il y a un respect de ce cadre juridique. Faisons rentrer les autorités catalanes dans le cadre constitutionnel, dans le cadre juridique, et là, évidemment, il doit y avoir, c'est l'espace de la politique. Mais on ne peut pas établir sans soubasser, sans miner l'édifice même de la démocratie. Et ça, c'est vrai, c'est important pour l'Espagne. Mais l'Espagne, si ça réussissait, ça ne va pas réussir, mais si ça aurait réussi en Espagne, eh bien, c'est tout le système démocratique qui en pâtirait. Le troisième élément, ce côté de réaction à cette interdépendance. Écoutez, s'il y a eu quelque chose de vraiment exceptionnel en Espagne, c'est qu'il y a eu un réveil qui comprend tous les partis constitutionnels, qui comprend la grande majorité des Espagnols, qui se sont dit, écoutez, on peut ne pas partager les politiques de futur de l'Espagne, mais ce dont on est tous absolument d'accord, c'est qu'on ne peut pas couper l'Espagne en deux, qu'on ne peut pas admettre cette sécession, cette amputation d'une partie de l'Espagne. Parce que la Catalogne, je dois aussi, moi je ne suis pas catalane, je suis basque d'ailleurs, mais c'est aussi une question. Mais je veux dire qu'il faut se rendre compte que tous ces sujets se tiennent, que l'Espagne n'est pas Francoland. Franco est mort il y a 42 ans, nous avons une démocratie bien établie et franchement d'une énorme qualité. Et nous n'avons... Ce serait à nouveau aller contre le système que d'essayer d'établir une médiation de je ne sais quelle autorité européenne. Non, ça c'est une question importante et une question qui interpelle tous les Espagnols, comme la Constitution, comme bâtir, faire la transition, a interpellé tous les Espagnols. Et moi, je suis très confiante. Je pense que nous, comme disait le roi, dans le grand discours qu'il a fait le 3 octobre, nous allons y réussir parce que l'Espagne est un grand pays, mais ça l'est, c'est un pays. Et nous voulons un destin commun européen, espagnol, dans mon cas basque, dans d'autres cas. Et dans mon cas, finalement, avec une identité qui culturellement, vous l'avez vu, même si les mots parfois m'échappent, elle est tellement française. Merci. Alors, je propose dans un instant d'écouter M. Védrine qui voudrait réagir sur ce sujet. Mais auparavant, pour vous dégourdir un peu les doigts, le deuxième vote de l'après-midi, vous allez voir s'afficher. Il est énoncé de façon assez simple, à la limite provocatrice, puisque un détail sans importance. Donc si vous voulez vous exprimer, top départ. Ouais, je pense que c'est assez clair en termes d'énoncé sur la question du Brexit. Vous empêchez de faire les États-Unis d'Europe. Mon panel se dissipe gentiment. Je pense que c'est les résultats du...
de l'enquête sur le Brexit. Tous les européistes. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais vous entendre tous, si possible, pas en même temps. J'y vais ? C'est par rapport au sujet qu'on a parcouru aujourd'hui, qu'il s'agisse des questions américaines, des questions européennes, des questions planétaires à travers ce qui se passe en Extrême-Orient, la montée des populismes. On cherche tous, je crois, hommes de bonne volonté, des remèdes, des solutions. Et parmi ces remèdes, ces solutions que nous essayons de bâtir, quel regard pensez-vous que nous puissions porter sur les grands sommets, je pense évidemment au G20 par priorité, ou aux grands sommets sur les questions climatiques, environnementales? Est-ce qu'on doit en attendre un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Et je m'arrête là. Si vous voulez. Moi, je veux bien dire un mot là-dessus, parce que j'ai dû participer à des dizaines et des dizaines de sommets, pour ne pas dire plus. Mais en fait, c'est sur le populisme que je voulais redire un mot, qui était la préoccupation numéro 1 de vous dans la première réponse. Sur les sommets, il y en a évidemment beaucoup trop. Il y en a plein qui ne servent absolument à rien. Ce sont des gens qui se voient tout le temps, qui se téléphonent tout le temps, dont les collaborateurs se parlent tout le temps. Donc on pourrait certainement faire l'économie au moins de la moitié des sommets. Mais comme on est dans un monde irrationnel et d'images, émotionnel, il faut de la mise en scène, il faut incarner. Bon, mais on pourrait certainement faire le ménage par rapport à ça. Après, il faut distinguer, parce qu'il y a des entités qui ont du pouvoir. Par exemple, le Conseil de sécurité a des pouvoirs vrais. Mais l'ONU au sens large, ça ne veut rien dire. C'est une enceinte, c'est le nom de la salle. Que fait l'ONU? Ça ne veut rien dire. Que fait la salle numéro 4? Ça dépend des gens qui sont dedans. Vous voyez, l'Union européenne a un pouvoir, le Conseil européen a des pouvoirs réels. Bon, le G20, c'est un rassemblement. Si les participants se mettent d'accord, il se passe des choses. S'ils ne se mettent pas d'accord, il ne se passe rien. Donc il faut distinguer les vraies instances et les autres. Ce que je voulais dire, moi, qui ne sera pas long, d'abord en écoutant Anna, je me dis qu'il faudrait que vous inventiez une sorte d'assurance contre le populisme. Évidemment, il faudrait qu'un pays puisse s'assurer, à défaut de se vacciner. Assurance contre l'irrationnel. Bon, ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que, à mon avis, ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire quand les peuples ne votent pas comme les élites voudraient qu'ils votent, bon, c'est le résultat d'un échec des élites. Donc c'est ridicule de voir les élites s'énerver contre le populisme. Et les élites qui ont gouverné le monde ces 30 dernières années ont été très mondialisatrices, très européistes. Dans les deux cas, il y a des tas de bons arguments, mais c'était fait de façon intense, continue, sans jamais aucune remise en cause, avec des élections qui ne changent rien. Si je peux me permettre... Donc il y a des réponses à trouver. Pardon. Sur les élites, vous avez dit qu'elles étaient donc européistes dans leur discours. Moi qui suis un simple citoyen et qui entendais le discours de beaucoup de nos dirigeants, et je ne parle que de la France, me gardant bien de m'immiscer dans les affaires d'autres pays, on avait une partition du discours sur l'Europe qui était « quand ça marche bien, c'est grâce à moi, Français, etc. Quand ça ne marche pas, allez demander à l'Europe. » Oui, on a quand même eu pendant plusieurs générations... Je ne sais pas. C'est un autre débat, c'est lié au fait que beaucoup de dirigeants européens ont dit, à partir de maintenant, tout ce qui est important, c'est ce qui est décidé par l'Europe. Même Delors, pour qui j'ai une immense admiration et affection, le disait. Donc on ne peut pas dire ça pendant 20 ans sans que les gens finissent par croire que tout ce qui est décidé, y compris ce qui est mauvais, soit européen. Donc c'est une sorte d'engrenage qui était une erreur dans les deux fois. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, les élites en question, que ce soit réel ou de la perception, comme vous le faites remarquer, elles n'ont pas tenu compte en cours de route de demandes élémentaires des peuples, qui sont des demandes d'identité, de souveraineté, de sécurité. Et comme ces demandes normales, banales, n'ont pas connu une réponse raisonnable, elles se portent dans des positions extrêmes, extravagantes, dangereuses, qu'il faut combattre. Mais tout ça est terriblement lié. D'où l'idée, la synthèse très intéressante à laquelle tente de se livrer le président Macron, entre ses positions de départ très, très pro-européennes qui le sont toujours, et la notion de l'Europe qui protège, qui est déjà ce que
François Mitterrand avait dit face à Philippe Séguin, une Europe forte nous protégera mieux. Mais après, les Français n'ont pas eu du tout le sentiment qu'ils étaient protégés par ça. Il faut revenir à ça, trouver la synthèse. Donc s'il y a un manque de prise en compte des demandes élémentaires, il faut y répondre. Et là-dessus, je voudrais dire à M. Bassani que je ne pense pas qu'en matière de défense, je pense que les Européens sont incapables de défendre l'Europe par eux-mêmes. Donc je serais très inquiet qu'on relance le mythe d'une Europe de la défense qui se substituerait à l'alliance telle qu'elle est, parce qu'on n'en est pas capable. C'est la CED? Non, la CED, c'était une opération américaine. Non. C'était une astuce très intelligente des Américains et de Jean Monnet pour faire avaler par les Français le réarmement de l'Allemagne. Bon, après, l'Allemagne est entrée dans l'OTAN et l'histoire est complètement différente. Je ne crois pas ça. Autant je crois aux industries de défense, aux investissements, à la technologie, une sorte de bond en avant. Et beaucoup des propositions récentes sont les fonds de financement. C'est très bien, très bien. Mais Europe de la défense au sens global, à la place de l'Alliance, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Il ne faut pas le raconter parce qu'on va connaître la désillusion dans l'étape suivante. En revanche, je suis 100 fois d'accord avec ce qu'a dit M. Bassani sur la sécurité. Et je pense que le point de rencontre de la France telle qu'elle est, de l'Allemagne, quel que soit le gouvernement en janvier, et de l'Italie qui est en première ligne avec un courage immense. C'est un Schengen qui fonctionne vraiment. Et là, il n'y a aucune opposition de personne en Europe, surtout compte tenu des opinions. Mais ça veut dire qu'il marche vraiment un système à la fois européen et national, dans lequel on distingue les demandeurs d'asile et les migrants économiques qu'on va co-gérer avec les pays de départ. Là, il y a une demande des peuples en Europe qui est évidente, qui est incontestable, auquel il faut répondre mieux. Et si on arrive à le faire dans ce domaine, à mon avis, on fait un peu baisser la pression populiste et on enlève du combustible au populisme. Ce n'est pas suffisant, hein. Il y a plein d'autres choses à faire. Et je crois que c'est très important. Merci. Madame. Très brièvement, d'abord sur cette question de la distance entre les élus, les élites et les citoyens. Je crois que ça revient finalement à l'émotionnel et à l'irrationalité, parce que, à mon avis, ce qu'il y a là-dedans aussi, c'est le principe d'autorité est tombé en pièces. Les gens n'obéissent plus parce que monsieur le curé le dit ou je suis allé chez monsieur le notaire et monsieur le notaire connaît, parce que c'était ça ce qui était à la base. Maintenant, vous avez les gens qui rentrent dans ce que les Américains appellent les echo chambers, qui sont en boucle sur Fox News ou en boucle sur MSNBC ou en boucle dans des chats et qui sont là, concernés là. Et donc, il y a cet isolement qui a à voir, à mon avis, avec cette idée qui, avant, c'était le principe d'autorité. Ah, c'est un gendarme, on obéit. Sur la question des sommets. Bon, d'abord, moi, je fais une différence entre des institutions. Les Nations Unies, c'est une institution, il y a un secrétariat, il y a quand même... Et puis, les sommets, le Bourget, ici, le sommet sur le climat, ou les sommets du G20. Je suis tout à fait d'accord, ce qui est important, c'est la photo. C'est la photo. Et le pied de photo a toutes deux lignes, le pied de photo. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le G20, quand même, lors de la crise, les G20 avec Gordon Brown, ils ont fait les pompiers. Et ça a marché. Il y avait un énorme risque, mais il faut être au bord du précipice pour que ces messieurs se mettent d'accord et lancent un message. Un autre rôle que je crois qui est tiré du Bourget, je trouve que c'était formidable, le Bourget. C'est un prototype, le Bourget. Pourquoi ? Parce que là-bas, c'était le blaming and shaming. Donc, pousser ces leaders à accepter, parce qu'on est tous ensemble, et ce n'est pas le bullying, mais presque, de tous pour que certains qui ont une tendance à s'écarter, dont l'Inde par exemple, rentrent dans la voie droite, c'est ça ? La droite voie ? Non, la voie correcte. La voie droite. Voilà, bon. Et je pense que de plus en plus, parce que les instruments juridiques évoluent et parce que
enfin, la mise en place et l'efficacité des instruments juridiques se cherchent à travers d'autres instruments, dont cette idée du blaming and shaming. Les sommets, je suis tout à fait d'accord, on pourrait en réduire le nombre, mais quand même, dans ce monde de tweets, tu existes si tu es dans ce sommet, et ce qui existe, c'est les 140 caractères qui vont dire « le monde prend très sérieusement le réchauffement climatique, on ne va pas faire plus de 2 degrés ». Voilà, ça ne va pas arriver, ça ne va pas être, mais c'est l'image. Merci. Donc, je souhaite préciser que quand vous avez évoqué le Bourget, c'était le sommet sur le climat et l'environnement, et pas le discours où certains émotifs dans cette salle avaient entendu un propos qui était grosso modo mon ennemi. Bon, mais je me souviens plus de la fin, il ne faut pas m'en vouloir. Merci. Alors, le point de vue américain, monsieur le gouverneur, sur notamment les sommets, leur utilité, quand on voit qu'il y a des domaines dans lesquels les États-Unis souhaitent un peu s'abstraire. Quelle est votre réflexion sur ce sujet? Mr. Chairman, thank you. Merci, Monsieur le Président. Je vais pas. Je voudrais noter la chose suivante ici. C'est qu'une grande majorité d'Américains croient et soutiennent l'OTAN. On voit l'Union européenne comme un allié. Ça a été le cas et ça doit continuer. Les États-Unis, Monsieur le Président, comme vous avez parlé du G20, des personnes de bonne volonté qui essayent de trouver de bons remèdes, de bonnes solutions, ça ne va pas se faire si les gens ne se réunissent pas, s'ils ne commencent pas à réfléchir ensemble et se dire non, 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 ça c'était de la théorie, mais voilà le résultat. Là, c'est ce que tu pensais. Ah non, non, c'est un malentendu. Vous voyez, les gens qui commencent à se parler entre eux et qui peuvent un petit peu s'entendre. Alors, quelques exemples concrets à la clé. On sait que les infrastructures, c'est une question fondamentale dans le monde entier. C'est l'une des 3 priorités du G20. J'apprécie Stephen et Thomas et l'un des rares par rapport au Conseil de stabilité financière qui a les idées bien équilibrées. Alors, il était dit, comme les banques sont une source d'infrastructures très importante, on ne veut pas mettre des réglementations ou des obstacles qui leur nuiraient. Nous, la Fédération de l'Association des assureurs, avec nos amis dans la Fédération turque, on a été à Hong Kong, et en 20 minutes, on leur a dit, on est désolé, on ne se rendait pas compte de la taille et de l'étendue de votre secteur. Est-ce que vous reviendrez si on organisait une conférence? Est-ce que vous serez d'accord d'être dans une salle avec nous? Et à Istanbul, il y a eu 400 personnes finalement. Vous voyez, souscrit par la Turquie. Et ça a été très utile. Et grâce à cela, les documents du G20 en matière politique, que les banques et l'assurance sont des sources de capitaux absolument importants. Pour ce qui est de l'accord, il y a un accord qui reconnaît l'efficacité des réglementations des uns et des autres, différentes réglementations, mais leur efficacité est reconnue. Il y a de nombreuses années, en essayant de trouver un accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Je me rappelle, ce qui avait été annoncé, c'est qu'on avait un accord. Finalement, après des années, je me rappelle, était avec McKellen et Mashir. Et là où il y a eu une lettre qui disait qu'à la lumière qu'il y a un accord, vous n'aurez pas à mettre des restrictions supplémentaires sur certaines sociétés. Alors, l'un des éléments qu'il a fallu travailler par rapport à l'élément politique, c'est de convaincre le gouvernement Trump. Ce n'était pas un accord de dernière minute de la part de l'ancien gouvernement, même si ça a eu lieu le vendredi avant qu'ils quittent leur bureau. Non, ça faisait des années qu'on travaillait dessus, on a pu le faire, on a pu convaincre la Maison-Blanche, le Trésor américain et le représentant du commerce. Puis au moment de signer, le ministère du Trésor m'a dit « Vous êtes les seuls qu'on appelle, mais on a un problème sur les bras. Il y a une condition, une procédurale,
à savoir si elle est mise en œuvre et si elle continue, va retarder la signature de quelques mois peut-être, sachant qu'il y a une opposition à l'accord actuel, car ce n'était pas universellement accepté par le secteur. On sait que le retard permettait à l'opposition d'affaiblir cela. Donc j'ai appelé à Bernard Spitz et à Philippe. J'ai expliqué la situation. Je leur ai dit, Bernard, je sais que vous voulez cet accord. Voilà ce qui pourrait se produire. Le jour suivant, le Trésor m'a appelé et m'a dit, Dirk, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les conditions ont été résolues et on a signé cela dans les 3 jours. C'est un accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Je me rappelle lorsque j'ai appelé Stommel Stephen, dans votre rôle très important, lorsque l'Allemagne avait la présidence du G20, on s'est réunis face à face avec Makeda, ma chère, à nouveau. Mais avant de commencer, Thomas, vous avez dit, il faut vous rendre compte, comme c'est important, que vous êtes là assis, en tant qu'Américain, en tant que leader du monde des affaires américain, car avec tout ce qu'on a vu aux États-Unis, on veut savoir si c'est toujours l'Amérique telle qu'on l'a connue. Est-ce qu'on est toujours amis? Est-ce qu'on est toujours alliés? On a les mêmes valeurs? C'est pas, si on ne se réunit pas dans une même salle et qu'on n'en discute pas, ça ne marche pas. Mais j'adore cette franchise de ce monsieur de m'avoir posé cette question. Une partie de l'innovation du G20 et de l'Allemagne, c'était par rapport à l'Afrique. Une économie dynamique qui émergeait en Afrique. Mais là, il y avait la fédération marocaine avec Mohamed Ben Salah, Michir Madao, qui constituait l'ensemble de l'association africaine. Béchir en était le président. On a pu ensuite l'intégrer dans le mélange du G20. Donc on peut jouer un rôle très important sur les normes internationales. Gabriel, vous en avez parlé. Aujourd'hui, oui, les critères capitalistiques internationaux. Mais on avait des soucis au départ, parce qu'au départ, on avait entendu que le AEAS pensait qu'il fallait élaborer 3 nouvelles normes en matière de capital une fois par an. Si Solvabilité 2 a pris tant d'années, comment pouvoir faire cela une norme par jour? Et maintenant, Félix, j'apprécie, vous avez parlé de la norme capitalistique 101. Je crois dans des leçons vitales qui ont été apprises en observant le gouvernement américain. Lorsque le Congrès, après des années disant on va abroger, remplacer le programme de santé qu'on appelle le Obamacare, lorsque finalement ils ont eu la majorité, les républicains, qu'est-ce qu'a fait la Chambre des représentants? Eh bien, ils ont trébuché. Ils n'ont pas accompli ce qu'ils avaient promis. Donc, j'ai demandé à l'un des leaders, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit, très franchement, et j'ai beaucoup apprécié cela, eh bien, on a foutu cela en l'air. On n'a pas fait la préparation, on n'a pas eu les arguments qu'il fallait, et puis on pensait qu'on pouvait y arriver sans la préparation. C'est une leçon, donc, pour nous. On est très bon par rapport à ces principes, à développer les livres blancs, à mettre en place les arguments, et dans ce genre de réunion comme ici, pour pouvoir exprimer ce dont il s'agit dans l'assurance, une solution, par exemple, de sorte que le gouvernement n'ait pas à faire tout pour tout le monde. Aussi important que la réunion du G20, que si les leaders se rencontrent comme ici, avec la Fédération française et l'assurance européenne, car en se réunissant, on peut ensuite développer ce qui pourrait être notre message, quel est notre devoir à la maison pour qu'on puisse, pour le compte des consommateurs, présenter nos arguments de sorte que le consommateur, mais également les électeurs, sentir mieux dans ce monde où de bonnes personnes essayent d'avoir de bonnes réponses et de bons remèdes. Je propose d'écouter notre ami, M. Bassanini, qui souhaite répondre à M. Védrine, parce que je crois que M. Védrine a une contrainte horaire, et je ne voudrais pas qu'il soit privé de la réponse de notre ami. Oui, non, la première réponse, c'est que je ne vois pas, nous les Italiens, nous ne voyons pas l'Europe de la défense en contraposition à l'Alliance Atlantique. Il est dans le cadre de l'Alliance Atlantique, mais c'est même l'administration américaine qui demande aux pays européens de prendre plus de responsabilités
et plus d'engagement sur la défense. Et nous pensons vraiment, j'ai un point de vue totalement contraire, qu'il y a maintenant des sérieuses possibilités de marcher en avant. Dans les deux domaines, dans la construction d'un système de coordination qui ferait même, c'est une chose qui a souligné très bien M. Schäuble, avant de devenir président du Bundestag, qui permettrait d'avoir un système de défense européenne plus efficace et moins coûteux. C'est une bonne chose. Tous deux sont de bonnes choses. Et en même temps, d'avoir en fonction de moteurs de renforcement de l'industrie européenne de la défense, qui est un facteur important de la croissance économique européenne. La deuxième chose que je voudrais dire est que Anna, l'irrationnel a été toujours dans les choix des électeurs. Il a été toujours là. Alors, le problème est si les élites et les forces démocratiques sont capables de donner des réponses efficaces aux peurs, aux angoisses, aux risques que les forces qui emploient l'irrationnel pour construire leur essor ont exploité. Alors, c'est ça le problème. Et c'est ça la raison pour laquelle je partage ce que Bruno Le Maire a dit hier soir, que maintenant en Europe, le vrai clivage est entre droite ou gauche, les forces politiques qui ont compris que c'est l'Europe et mettre l'Europe en condition d'être efficace dans la production, dans la delivery des réponses aux grands défis, aux grands risques, aux grands problèmes que maintenant nous avons devant nous. C'est cela le vrai clivage, c'est cela aussi la seule possibilité qu'on peut arriver après les élections en Italie à une majorité stable, pas sûre, mais une petite grande coalition entre les forces européistes de gauche et de droite en Italie. C'est la seule condition qui pourrait empêcher d'avoir en Italie, en Europe, un problème encore plus grave que la Catalogne, qui serait les succès ou l'instabilité et l'impossibilité d'avoir un gouvernement en Italie, une majorité parlementaire en Italie, ou les succès des forces anti-européennes. Alors, on commence à comprendre que le clivage fondamental maintenant est celui-ci. Mais ce n'est pas contre l'Europe ou pour l'Europe en façon préjudicielle et idéologique, c'est pour une Europe qui soit mise en condition de donner des réponses, d'être efficace. Chaque pays doit faire sa partie, et Macron l'a dit très clairement, et tous ensemble, nous devons demander de pouvoir organiser les réformes institutionnelles et des politiques publiques européennes qui soient efficaces à cet égard. Juste une phrase. Moi, je suis d'accord avec toi, Franco, mais je crois qu'il faut faire la différence entre émotion, émotionnalité qui a toujours fait partie de la politique, et ce côté irrationnel. Par exemple, à Barcelone, les gens qui disaient « ça nous est égal que toutes les banques partent, que toutes les compagnies partent », parce que ça, jamais les gens avaient le bon sens de se dire « ah, ça a de l'importance ». Et je crois que c'est ça. Anna, le succès du nazisme et du fascisme en Europe, quel qu'il a été? L'irrationnel. Oui, bien sûr. Et l'irrationnel qui a obtenu le succès. Écoute, Franco, mais nous sommes d'accord. Je crois qu'il y a une évolution. Je ne suis pas la première à rappeler Stefan Zweig et ce que nous avons en commun, cette époque. À mon avis, il y a quand même beaucoup de différences. Mais pourtant, tout ça pour te dire que je n'ai pas dit le contraire.
quand on parle comme ça, on essaie de faire le résumé, de faire un peu la provocation, ben, il y a là, mais je suis d'accord avec toi, pendant cette période, après la Deuxième Guerre mondiale, on a bâti une structure internationale, Bretton Woods, Union européenne, sur la rationalité, sur cette idée de ne pas répéter et puis on est retourné sur une autre situation parce qu'il y a eu l'émotionnel pendant tout ce temps, mais pas cette idée d'irrationalité que l'on trouve explicitement en Catalogne. Quand vous lisez les tweets, vous lisez donc, tout ça pour te dire, je suis d'accord avec toi, quand on veut être agent provocateur, eh bien, on se fait parfois mal interprété. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Mon exemple de Paris, c'était pour dire... Non, mais... C'est d'autant plus pour ça que Mme Palacio est d'accord. Voilà, mais le traité de Paris, c'est vraiment l'exemple d'un instrument juridique différent qui n'a rien à voir et qui a été la force de la politique et donc d'Obama et de Xi Jinping qui ont réussi à faire l'accord. Je pense que nous sommes proches d'un accord. Voilà. Non contraignant. Je crois que M. Védrine... Non contraignant. M. Védrine a une contrainte horaire. Je suis désolé de vous quitter avant la fin parce que c'est très excitant. J'aurais aimé répondre, mais enfin bon, c'est pas le lieu. Bon. Si le président Bernard Spitz nous réinvite, sait-on jamais. Mais vous aviez souhaité vous exprimer démocratiquement sur une question qui, en fait, n'a été qu'à peine effleurée aujourd'hui. Donc, je voudrais qu'elle apparaisse à l'écran. La troisième question sur laquelle vous pourriez vous prononcer. Alors, je vous rends tout ça. Je pense qu'il n'y a plus personne en régie. Si. C'est peut-être un peu tard pour... Ah bon. Voilà. Donc, vous lisez la question. Je donne le top pour que vous puissiez y répondre. Donc, merci de cette expression. Je propose à M. Steffen de réagir sur ce vote qui rappelle des scores mutualistes. Je vous en prie. Yeah, I will be very... Je vais être très rapide. Je voudrais dire que je ne suis pas surpris par ce résultat, puisque l'auditoire et les représentants dans les différents pays savent que la coopération entre la France, l'Allemagne et l'Italie peut être très efficace, pas toujours, mais peut l'être. Effectivement, il nous faut accélérer, renforcer notre collaboration et je pense que nous serons en capacité de trouver les bonnes solutions pour le faire sur les prochains mois à venir. Encore une fois, vous avez mentionné l'élection qui arrive en Italie, donc il va falloir prendre en considération les résultats de cette élection, ce qu'on pourrait faire avant, ce qu'on devra faire après. Il faudra là également respecter les rapports, les rapports de situation en Allemagne, en Italie. Et comme ceci a été dit, nous sommes en contact de façon permanente, de façon constante, pour trouver les meilleures recettes, les meilleures solutions pour l'avenir de l'Europe. Et c'est quelque chose que nous devons poursuivre. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, en faisant ceci, il nous faut identifier les défaillances, les vulnérabilités dans l'Union européenne et la zone euro. Et c'est pour cela que j'ai été surpris des réactions contre l'Union de la défense. Je pense que l'Europe ne peut pas se défendre contre tous les défis, tous les challenges du monde entier. Il nous faut mieux coopérer, mieux collaborer pour surmonter les déficiences, les défaillances dans le cadre de l'OTAN. Et ces défaillances et déficiences sont très significatives.
Troisième remarque, de façon permanente, il nous faut donner à nos peuples respectifs le feedback des discussions que nous avons au plus haut niveau. Ce sera la meilleure façon d'empêcher le populisme et de convaincre les personnes de la rue. Parfois, nous sommes trop complexes dans nos réflexions, dans nos discussions, nos présentations. Et c'est le problème du système politique. C'est le problème également de notre secteur, mais c'est le même problème au niveau des sphères politiques. Il nous faut être plus simple, plus clair en ce qui concerne les grandes directions, les grandes orientations stratégiques. Et ma dernière remarque, si je peux, avec donc l'amitié franco-allemande, sachant que la France, l'Italie et l'Allemagne, ensemble avec l'Espagne, ne pourront pas résoudre tous les problèmes de l'Union européenne et de la zone euro. Pourquoi cela? Parce qu'il y a 27 États membres. Et pour être direct, lorsque Odile ou moi parlons aux petits pays, ils nous disent « S'il vous plaît, mettez en œuvre des démarches ouvertes et transparentes et invitez-nous à contribuer aux discussions. Ne nous laissez pas dans une situation à l'écart des discussions en chambre fermée entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc si nous ne faisons pas cela, nous courons le risque d'une très forte résistance si nous excluons les petits pays. Et c'est également un des héritages d'Helmut Kohl. Helmut Kohl était toujours très attentif à travailler avec la France d'abord, mais ensuite à impliquer les plus petits pays. Puisque j'ai la responsabilité de l'horloge, nous sommes arrivés au terme de ce débat. Merci beaucoup à nos invités. C'était un défi, hein. Il ne faut pas se le cacher, puisque là où Jules Verne avait fixé 80 jours, on a fait, nous, le tour du monde en à peine 1h30. Je pense que nous pouvons légitimement être fiers de nous. Encore une fois, merci beaucoup. Je sais qu'il y a énormément de sujets qu'on aurait pu souhaiter évoquer. La discussion a fait que certains n'ont pas pu être abordés, n'ont pas pu surgir. J'y vois une invitation à continuer. Merci beaucoup.